qu'il s'agisse de l'international ou du domaine beaucoup plus économique et social et dramatique que les Français subissent tous les jours de plein fouet. Je dirais peut-être un mot à la fin sur le mariage pour tous et sur la manifestation qui a lieu aujourd'hui, puisque une espèce de concurrence malsaine entre manifestations, ça permet aux journaux télévisés de meubler un peu leur quotidien. C'était hier. Non, non, c'est aujourd'hui à Paris et tout le monde en parle. Si tu regardais la télévision, tu saurais. Ceci étant dit, monsieur le président de groupe, sur la question du Mali, évidemment, on peut voir toutes les contradictions de la politique étrangère française. On part guerroyer pour déloger M. Kadhafi de la Libye en parachutant des armes qui aujourd'hui sont tournées contre nos soldats au Mali et qui sont d'ailleurs tournées contre les Maliens eux-mêmes. Ce terrorisme dont le président Hollande ne veut pas dire son nom, il porte bien un nom, c'est le terrorisme islamique, c'est-à-dire une dérive ou une partie de la religion de l'islam qui est en train de s'installer non seulement aux portes de l'Europe, c'est-à-dire au-delà de la Méditerranée, dans beaucoup de pays, l'islam radical. Vous avez vu ce matin en Égypte les dizaines de morts et la tournure que prennent les événements dans ce grand pays, cet important pays. Vous avez vu que, bon, la Syrie, on en parle moins, mais ça continue. L'explosion qui est en train d'avoir lieu, que nous avions prédit, dont nous avions répété que la Libye était un pays composite, qui était tenu par le colonel Kadhafi d'une manière certes autoritaire, mais pour des raisons historiques. Nous ne partagions pas évidemment aucune valeur avec le colonel Kadhafi, mais là, nous avons ouvert la boîte de Pandore au point que la célèbre ville de Benghazi, où M. Bernard-Henri Lévy est allé se montrer à grand renfort de médias, et c'est d'ailleurs parti de là que le déclenchement des hostilités, et bien aujourd'hui on est en train de rapatrier tous les Occidentaux de Benghazi parce qu'ils sont menacés par les islamistes. C'est un camouflet pour la France et pour la politique française, et je dois dire que là, gauche et droite sont responsables, puisque le Parti socialiste avait voté main dans la main avec l'UMP à l'époque l'intervention de la France en Libye. Nous avons donc engagé nos soldats au Mali, dans une guerre dont on a peu d'informations, il faut quand même le dire, et dont on voit bien les difficultés, j'allais dire les difficultés techniques, puisque la France, il faut quand même s'en rendre compte, n'est pas capable d'acheminer seule 2000 soldats sur un théâtre d'opération à quelques milliers de kilomètres de la France. On est obligé de demander aux Danois, aux Allemands, aux Américains. J'ai vu que ce matin, les Américains, enfin, ont consenti à ravitailler nos avions en vol, ce qu'ils ne voulaient pas faire jusqu'à présent. Et si vous lisez attentivement la presse sur ce sujet-là, mieux que cela, ils vont nous faire payer le transport. C'est la première fois, ce qui crée d'ailleurs un incident diplomatique, puisque les États-Unis ont décidé de faire payer désormais, comme si on louait des camions ou des estafettes, ils vont louer leurs avions à l'armée française pour une guerre qui coûte déjà très cher et dans le but évidemment d'écarter les islamistes du pouvoir au Mali. Nous soutenons cette guerre, mais nous aimerions aussi que le gouvernement se préoccupe d'écarter l'islamisme chez nous, dans certains de nos quartiers, dans certaines de nos villes, de contester un certain nombre de revendications communautaristes qui désormais se font jour d'une manière publique, médiatique. Et je regardais, vous lirez attentivement un article qui est sorti hier dans Le Point, sur les aumôniers et les imams recrutés par l'État français pour intervenir dans l'armée, dans les prisons et dans un certain nombre de services publics avec des choses moi, qui me paraissent absolument énormes. La première, elle est concernant l'armée. On apprend dans cet article qu'on a embauché des imams pour réconforter les soldats français
donc de confession musulmane, qui se battaient en Afghanistan, parce qu'apparemment il y a des problèmes. Donc on est obligé de recruter des chefs religieux qui en quelque sorte servent pas de psychologues, mais de soutien psychologique à des combattants qui ont du mal à combattre d'autres soldats d'une même religion, en quelque sorte. Ce que je trouve, moi, non seulement aberrant, mais gravissime. Hein, c'est la première fois que je lis un article pareil, hein, c'était hier. Et la deuxième chose, c'est dans les prisons, puisqu'on apprend que, je crois, 50% des prisonniers font le ramadan. J'en conclus donc, il ne faut pas s'appeler Éric Zemmour pour cela, que 50% des gens qui peuplent nos prisons sont des musulmans. Ce n'est pas de la discrimination, c'est une constatation hein, que nous faisons, et nous tirons le signal d'alarme, ce que nous faisons et ce que nous avons fait depuis longtemps, en disant stop. Alors évidemment, nous sommes d'un côté vilipendés et mis au banc de la nation par les politiques, les bonnes consciences, les associations antiracistes et autres, mais nous sommes assez réconfortés, puisque hier nous avons vu que dans une opinion, une grande opinion, une enquête d'opinion de l'Ipsos pour Le Monde et d'autres journaux, 74% des Français pensent que l'islam est une religion intolérante et qu'elle pose des problèmes d'assimilation à la nation française. 68% des Français ne croient plus aux hommes politiques. 70% des Français considèrent que la France est en déclin. Il y a donc là une prise de conscience manifeste et salutaire de ce qui frappe aujourd'hui les esprits français, ce qui frappe la France, et évidemment, nous nous réjouissons que les Français ouvrent enfin les yeux. Parce que ça ne se traduit pas forcément dans les urnes pour l'instant, mais ça se traduira inévitablement dans les urnes demain. C'est ce que disait un penseur, les victoires idéologiques précèdent toujours les victoires politiques. Je crois que c'était Gramsci. Eh bien, la victoire idéologique, elle est en train d'être remportée par le Front National, sur l'identité nationale, sur la défense du peuple et des plus modestes d'entre nous. La défense de la notion de patriotisme et de patrie, je pense que nous avons désormais une longueur d'avance, au point que tout le monde nous court derrière. M. Montebourg, on l'a vu, a parlé longtemps de patriotisme économique, même s'il n'en a pas défendu une once, alors qu'il est ministre justement du redressement productif, avec succès, parce que depuis qu'il est ministre, il a mis autant d'emplois en moins. C'est quand même une performance sérieuse, et je l'ai regardé l'autre jour se démener sur le plateau de France 2. C'est sûr qu'il n'est pas facile de défendre Renault, Peugeot, et à la fois d'un côté de dire c'est abominable tous ces emplois qui quittent la France. Je ne sais pas d'ailleurs si la Saône-et-Loire est touchée par ces choses-là. Et puis dans le même temps de se réjouir pour Renault qu'on bâtisse une usine à Tanger ou on bâtisse une usine à Oran. C'est sûr que les Français, quand ils voient ça, ils se disent mais ils sont devenus fous. Nos politiciens sont devenus fous. Et ils se détournent évidemment des partis droite et gauche confondus. C'est pour cela d'ailleurs que la notoriété du couple Hollande-Hérault est au plus bas et que l'UMP est en quelque sorte aujourd'hui dans la panade. Et le Front National apparaît comme une véritable alternative politique. Et je pense que les élections à venir, qu'elles soient municipales, européennes, cantonales, régionales, marqueront le retour, mais avec un grand air, du Front National dans le peloton de tête de la vie politique et avec de grands espoirs, je crois, moi, pour la présidentielle de 2017. Sur les élections, et après je répondrai à vos questions, rapidement, les élections municipales, je crois que Christian fera une conférence de presse spécifique à cela pour vous donner un peu la stratégie du mouvement dans le département. Il est vrai qu'encore une fois, ils sont en train de tripatouiller les modes de scrutin, puisque la proportionnelle, notamment aux élections législatives, on ne sait pas si on l'aura. Ils sont en train de parler, je pense ils vont abandonner les circonscriptions européennes, régionales européennes, pour revenir à la liste nationale. Je crois que François Hollande y est favorable.
Ils sont en train de tripatouiller le scrutin départemental pour éviter au Front National d'entrer dans les assemblées départementales, avec un scrutin, je tiens à vous le préciser, qui est une curiosité mondiale, qui n'existe nulle part ailleurs. Le fameux scrutin binominal, une usine à gaz de plus, qui est destinée à se partager le pouvoir entre soi, mais qui a des conséquences redoutables d'abord pour eux, puisque la principale conséquence pour le Parti socialiste, c'est de diviser par deux ses élus masculins des conseils généraux. Donc c'est vous dire si évidemment ils ne sont pas contents. Il y a une forte réticence au sein du Parti socialiste, évidemment à l'UMP, de la même manière qu'il y a de fortes réticences à ce que moi je considère être comme une réelle avancée démocratique, c'est-à-dire la fin du cumul des mandats. Ça, je pense que c'est une révolution dans la vie institutionnelle locale et même nationale du pays. C'est pour ça d'ailleurs que le duc de Bourgogne, comme il l'appelle, M. Rebsamen, j'ai vu qu'il y avait un article hier qui disait M. Rebsamen ne veut pas lâcher son duché. M. Rebsamen est très contre le cumul des mandats, mais je trouve que moi, ça va quand même assainir la situation, parce que c'est vrai qu'un député ou un sénateur, il est l'homme de la nation, il est là pour voter la loi, il n'est pas là pour distribuer des subventions à telle ou telle association ou communauté, et de ce point de vue-là, j'espère que M. Hollande va tenir bon, et c'est quelque chose qu'on pourra porter à son crédit, s'il tient. On voit bien qu'il y a des faiblesses et des résistances, mais ils ont l'air quand même de tenir à cela. Et ce qui veut dire qu'un certain nombre, alors je ne sais pas, M. Patria, un certain nombre d'édiles dans les régions vont devoir choisir. S'ils sont maires, présidents de région, ou sénateurs ou maires, eh bien ils devront laisser leur place, ce qui évidemment fera de la place aux autres. Nous, dans tous les cas, ça ne nous gêne pas, puisque nous sommes en voie de conquête, et nous sommes en voie de recrutement, de formation, et donc nous positionnerons à tous les postes éligibles des candidats, à toutes les élections, cantonales, régionales, municipales, européennes et même législatives. Et puis nous regarderons un peu comment évoluent les choses, et notamment aux élections municipales. Y aura-t-il des alliances entre un certain nombre de personnes et le Front National? Nous n'en savons rien, ou le Rassemblement Bleu Marine. Nous, quoi qu'il en soit, et quelles que puissent être les discussions qui existent entre des élus locaux qui se connaissent, nous montons des listes sans se soucier de ce que feront les autres. Et après le premier tour de l'élection municipale, on regardera un peu le champ de bataille et on regardera comment ça se passe. Et je sais qu'en Bourgogne, vous êtes habitués à ça, puisque Édouard l'avait vécu, et toi aussi d'ailleurs en direct, avec l'élection de M. Soissons, grâce aux voix du Front National et sans participation. C'était aussi important. Et on sait le conseil régional. Et on sait évidemment la persécution qu'a subi M. Soissons quand même et les difficultés qu'il a eues à faire face, il faut le dire, à l'hostilité non seulement de la gauche qui est sectaire par nature, donc elle ne nous surprend pas, mais il faut bien le dire, au cordon sanitaire qu'avait installé M. Chirac et ses sbires et qui existe toujours au sein de l'UMP. Et de ce point de vue-là, nous n'avons, je tiens à le dire publiquement, aucun état d'âme. Le Front National est une force politique autonome qui ne se soucie pas de savoir si les uns sont à droite ou les autres à gauche, puisque au niveau national et de ce que l'on peut voir, c'est exactement la même politique qui est menée. Entre la politique de M. Sarkozy, que j'ai en face de moi, c'est contrariant de l'avoir en face de moi comme ça, et M. Hollande, qui lui est derrière, il est même derrière Marine en fait. Je ne vois pas vraiment de différence majeure, je le dis franchement, il n'y a pas de différence dans tous les domaines, que ce soit en matière internationale, en matière européenne ou en matière économique et sociale, c'est exactement la même politique. Et rien que pour cela, le Front National, nous pensons, et je pense à une mission historique, justement de reconquête des esprits, des territoires et des idées. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci de m'avoir écouté quelques instants. Oui. Que pensez-vous de l'attitude du Premier ministre anglais? Il veut faire un référendum pour sortir de l'Europe. Quel est votre point de vue sur ça? Je crois que c'est un atout, le fait de consulter le peuple anglais
sur l'avenir de l'Europe, c'est quelque chose évidemment qu'il faut regarder positivement. Néanmoins, j'y ai quelques réticences depuis quelque temps. J'écoute M. Cameron. D'abord sur la question. Parce que la question, elle est un peu, c'est qui tout double. C'est-à-dire, vous restez ou vous quittez, mais il n'y a pas de troisième question, vous voulez autre chose. C'est assez sec comme réponse. Donc ça, c'est un peu gênant. Et deuxièmement, j'ai vu qu'il s'entend comme larron en foire avec Mme Merkel, et que lui, s'il veut quitter cette Europe-là, ce n'est pas pour se protéger lui-même, mais c'est pour ouvrir un peu plus son économie à ce que l'on appelle l'ultralibéralisme. Il est totalement dans une vision anglo-saxonne de l'économie, et je pense que si on a la même vision et la même approche sur l'indépendance nationale, c'est-à-dire avoir les moyens pour les nations de peser sur la politique économique, nous n'avons pas forcément la même vision économique de l'Europe, puisque, encore une fois, lui, il est apparemment beaucoup plus sur une notion d'États-Unis d'Europe que sur une notion de confédération d'États et de contrôle ou de patriotisme économique. Ça, c'est pour le premier sujet. En sachant que les référendums européens, on a vu ce qu'ils donnaient quand même, notamment ici, en France, parce que nous, on donne des leçons à tout le monde, mais le peuple français a voté contre la Constitution européenne. Ça n'a pas empêché M. Sarkozy de nous la faire repasser par les députés, et pendant que 55% des Français votaient contre, 92% des députés votaient pour. Ça prouve aussi la fracture qui existe entre le peuple et les élites, et qui vont à l'appui d'ailleurs des enquêtes d'opinion et de la défiance qu'ont aujourd'hui les Français à l'égard de leur classe politique. Donc nous voyons ça assez favorablement. Nous demandons nous-mêmes un référendum pour discuter de l'avenir de l'Europe. Nous pensons qu'il faut sortir de cette Europe-là pour en construire une autre. Et c'est ce que nous appelons de nos voeux et ce que nous appelons l'Europe des patries, la confédération d'États. Une autre question, vous parliez du Mali. Alors le Mali ou toute guerre, un président de la République, avant d'envoyer des soldats français, doit-il consulter, primo, le Parlement, deuxièmement, les Français? Ou doit-il faire comme ça a été fait en cachette, d'où y aller comme ça? Dans une démocratie en général, on consulte le Parlement. Maintenant, nous sommes dans une monarchie républicaine. Et ce n'est pas une guerre, c'est une intervention militaire. Donc c'est vrai que c'est assez curieux et que je crois on est un pays ou un des seuls pays à pouvoir le faire. En tout cas, à donner l'apparence de pouvoir le faire. Mais vous avez vu que le président de la République c'est quand même bordé. Parce que et c'est là que l'on voit que la France n'est plus un pays souverain. C'est-à-dire que les députés, on discute avec eux une fois que les opérations sont engagées. En revanche, la France est allée demander l'autorisation à ses alliés, à ses partenaires, et notamment aux Américains, pour savoir si elle avait le droit de le faire ou pas. Et là, c'est là qu'on voit quand même que la France est une puissance très moyenne aujourd'hui, diplomatiquement et même militairement, puisque nous avons besoin des autres pour intervenir. Ce sont nos soldats qui se font tuer, enfin pour l'instant, ou qui se feront tuer, mais personne, et encore moins en Europe, on veut prendre la responsabilité d'intervenir physiquement au Mali. En constatant une parenthèse, c'est que la France va intervenir dans une ancienne colonie, ce qui a beaucoup critiqué M. Mélenchon, qui a dit le retour du colonialisme, etc. Mais c'est surtout de ce qui se passe dans tous ces pays aujourd'hui, que ce soit l'affaire de Tunisie, que ce soit en Algérie, qui est une dictature militaire quand même, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, tous les anciens pays de l'ex-empire français sont quand même pas dans une santé de fer, ni économique, ni humainement parlant. Et c'est un échec colossal de la décolonisation de la manière dont elle a été faite. Et tout ce que l'on dit aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, tous les problèmes d'immigration liés, c'est aussi un échec de cette décolonisation, parce que, quoi qu'on puisse en penser, on est toujours surpris de voir d'anciens pays colonisés qui étaient très sévères avec la France à l'époque, dès qu'ils ont un problème, demander l'aide de la France pour établir l'ordre chez eux. Moi, ça pose quand même un certain nombre de questions sur la manière dont la France a géré cette décolonisation et la manière dont les États africains, les chefs d'État africains l'ont géré aussi à leur tour. Vraiment. Vous parliez de M. Montebourg tout à l'heure, dans la série On y va, on n'y va pas, on nationalise ou on ne nationalise pas une entreprise genre sidérurgie? Est-ce que la France peut aujourd'hui encore se permettre
d'acheter une entreprise pour la préserver? Est-ce qu'on essaie de garder notre industrie ou est-ce qu'on laisse partir? De toute façon, si elle ne le fait pas, nous perdrons tout. Ouais. Donc, lorsque la situation l'exige, nous pensons que l'on peut, entre guillemets, c'est plus, le terme nationalisé n'a plus la même valeur qu'en 1981, hein. Mais on peut effectivement prendre des mesures de protection immédiate de la filière en attendant de rebâtir une stratégie pour relancer la réindustrialisation du pays. C'est tout à fait possible, mais on voit bien qu'on se heurte là encore à l'Europe, hein, puisque vous avez vu que quand M. Montebourg a parlé de nationalisation de Florange, de Gambrange, je ne sais pas lequel des deux, ou les deux, l'Europe tout de suite est intervenue. La commissaire a dit oui mais attention, c'est possible, mais avec un certain nombre de garde-fous, et dans tous les cas il faut demander l'autorisation à la Commission. Voilà, encore une fois, on se demande, moi je me demande à force, pourquoi perdre du temps à élire des députés et un président de la République, puisque manifestement ni les députés ni le président sont souverains aujourd'hui et ne peuvent prendre la moindre décision économique de sauvegarde sur son propre territoire. Voilà. Problème démocratique grave. Je voudrais savoir localement, qu'est-ce que vous faites ici, aujourd'hui, en Je suis venu Saône-et-Loire? voir nos militants, nos adhérents, pour leur parler de ce que je viens de vous dire, leur donner des arguments, notre vision de la politique actuelle, et préparer avec Christian et son bureau, parler des échéances à venir. Parce qu'elles sont, nous y entrons à partir du 1er mars 2013, c'est-à-dire dans 2 mois, un peu plus de mois, nous serons en élection municipale, ça y est. Et donc, ça se prépare maintenant. Vous faites ça dans une tournée finalement dans toute la France? Ben, on est tous nos cadres, vous savez, Marine, c'est la traditionnelle galette des rois. Donc on profite des galettes des rois pour sillonner la France. Et Marine est aujourd'hui d'ailleurs à Paris, elle était dans les Hauts-de-Seine, mais je crois que Florian était dans le Gard hier, Marie-Christine Arnotu était à Bordeaux, moi j'ai fait Niort, Lyon et la Saône-et-Loire aujourd'hui. Et tous nos cadres sont mobilisés, nos cadres dirigeants, justement, pour ces questions à la fois d'actualité et ces questions purement locales pour préparer les échéances électorales. Alors, purement local, vous entendez quoi? Question purement locale, parce que vous disiez tout à l'heure ne pas trop savoir si la Saône-et-Loire était touchée par la délocalisation des entreprises. Non, mais je suis persuadé que oui, il n'y a pas de raison que la Saône-et-Loire soit un havre de paix. Mais je parlais de Peugeot et Renault. Je ne sais pas s'il y avait des usines, mais je suis persuadé, parce que partout, vous savez, moi je suis à Perpignan, dans le moindre département, même le plus rural qu'il soit, hein, je vois Midi-Pyrénées, les difficultés sont de plus en plus importantes. Hein, parce que les boîtes qui ont fermé déjà depuis longtemps, hein, et qui continuent à fermer, la ruralité est en crise, il y a le problème de l'agriculture dont personne ne parle, mais j'ai vu que les Allemands commencent à parler de la renégociation de la politique agricole commune parce qu'ils ne veulent plus payer autant qu'ils payaient par le passé. Alors, les agriculteurs ne vivent que, et malheureusement d'ailleurs, grâce à la PAC. Donc tout cela, il faut en discuter, ça fera partie de notre programme local pour les municipales et pour les cantonales à venir. Vous n'êtes pas appuyé du tout sur la situation actuelle en Charolais-Brienne, parce qu'il y a quand même un contexte particulier aujourd'hui, je veux dire, avec la fermeture de la clinique. Vous avez des élus là qui... Oui, Service public. oui, bien sûr. C'est une... Vous avez un avis, vous, sur la question? Attendez, nous ne sommes pas au gouvernement, moi j'ai un avis sur tout. Et c'est pas que... Il ferme une clinique pour faire vivre un hôpital. Mais sur les soins, le problème, il a une dimension beaucoup plus large. Vous avez un problème local qui est un problème, effectivement, dont beaucoup de gens s'émeuvent. Mais vous savez, le problème de la médecine aujourd'hui, c'est un problème qui dépasse largement parémonial. Hein. C'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus large. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe avec la tuberculose résistante. La tuberculose résistante, c'est l'apport d'immigration en France qui viennent se faire soigner parce qu'ils bénéficient en tant que demandeurs d'asile de l'aide médicale d'État. Et aujourd'hui, la France a à gérer des problèmes sanitaires qui sont extrêmement graves avec des possibilités de contagion.
Et effectivement, on concentre les moyens sur une aide aux populations immigrées, alors qu'on devrait également pouvoir